bienvenue au SAP Customer Experience Inspire. Cet événement a été pensé par des passionnés pour des passionnés. L'expérience client est au cœur de la transformation digitale de toutes les entreprises et aussi au cœur de nos vies en tant que consommateurs au quotidien. Nous allons passer 1h30 ensemble et nous allons écouter des voix qui comptent. La première sera la voix du client, sans qui bien entendu nous ne serions rien. La deuxième voix sera celle du leadership. Un leadership qui montre que tout est possible dans un monde en pleine transformation et qu'avec l'énergie créatrice et une vision claire, on peut entreprendre pour le bien commun. Enfin, la troisième voix sera celle de l'inspiration. La voix d'un champion de dimension internationale. Un exemple pour les générations futures et une référence pour celles du passé qui est devenu maître dans l'art de la transmission de son savoir. Écoutez, commentez, partagez et surtout inspirez-vous au travers du SAP Customer Experience. Je vois... Ça marche pas ce truc. Je m'appelle Madame Irma et je suis spécialisée dans la voyance du passé. Je peux te dire tout ce qui s'est passé dans ton passé. Ce que tu as mangé hier, ce que tu as fait la semaine dernière. Tu veux savoir, tu viens me voir, je te dis. Je vois rien du tout. Oui, allô, bonjour. Je vous appelle parce que j'ai un problème avec la boule de cristal que vous m'avez envoyée parce que... Ok, j'attends. Tous nos conseillers sont actuellement en ligne. Veuillez patienter. Pour être mis en relation avec un conseiller, appuyez sur 2. Vous avez demandé le service comptabilité. Ah mais non, mais c'est pas ça que je veux le service après-vente. Retour au menu principal. Tu vas répondre. Maintenant. Allô, François, à votre service. Ah, mon petit François, merci de me répondre. Alors, je vous appelle parce que la boule de cristal que vous m'avez envoyée, mon nom, Irma, IRMHA, ça fait quand même 5 fois que j'appelle aujourd'hui. Comment ça, débrancher, rebrancher? Mais non, mais enfin, c'est une boule de cristal, c'est pas sur secteur. Est-ce que je pourrais avoir quelqu'un du service compétent, s'il vous plaît? Parce que là... Sinon, pour un service client fluide et efficace, faites plutôt confiance à SAP Customer Experience. Bienvenue à tous et à toutes dans le SAP Customer Experience Inspire. Nous recevons aujourd'hui, pour représenter la voix du client, Guillaume Porquier. Guillaume Porquier, bonjour et bienvenue. Bonjour Amaury, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Ravi également. C'est un vrai plaisir que d'échanger avec toi pour la demi-heure à venir. Alors, tu représentes la société Tape à l'œil, qu'on ne présente plus maintenant, mais pour ceux qui seraient intéressés d'en savoir plus, vous êtes un distributeur de vêtements pour enfants, aussi bien en ligne que dans des boutiques physiques. Il existe des applications mobiles, de la seconde main, du drive, du click and collect. Bref, tout le scope est représenté dans la Customer Experience concernant Tape à l'œil. Et en guise d'introduction, je pense que tu peux nous glisser une petite indiscrétion, Guillaume. Il semblerait que vous ouvriez prochainement même en Espagne. Alors, tu vas te rapprocher de moi, si je comprends bien. Tout à fait, on arrive en Espagne, c'est un de nos projets pour cette fin d'année puisqu'on est déjà présent avec un site e-commerce, teaokids.e, et on arrive très prochainement avec des boutiques en commençant par l'agglomération de Madrid. Ouverture, premier trimestre 2022 en Espagne. Magnifique. Bienvenue dans ce magnifique pays. Et puis, je suis sûr que toutes les personnes qui nous suivent aujourd'hui comme ça, seront heureuses de voir que vous êtes capable de servir dans toute l'Europe. Alors, ça m'amène une question parce que j'ai cité tout à l'heure pas mal de canaux par lesquels vous distribuez les produits et par lesquels la marque Tape à l'œil est accessible. Et j'en reviens un petit peu à ton parcours. Guillaume, les personnes qui ne te connaissent pas, j'aimerais qu'ils te découvrent et qu'ils comprennent qui tu es vraiment. Donc, est-ce que tu peux nous parler brièvement de ton parcours déjà dans l'IT et dans le commerce de manière générale? Bien sûr, Amaury. Alors, j'ai commencé ma carrière par le conseil pour la distribution spécialisée, grande distribution. J'ai passé une dizaine d'années dans un grand cabinet conseil technologie. Après ça, j'ai eu l'opportunité de rejoindre l'édition logicielle et notamment une start-up. Et c'est là où j'ai vraiment basculé dans le digital, dans la transformation digitale comme on l'appelle aujourd'hui, mais donc la transformation de l'e-commerce
du commerce connecté, donc top qui motorise des dispositifs de commerce, applications mobiles, bornes en magasin, que j'ai accompagné pendant à peu près 4 ans. Et ensuite, j'ai rejoint une agence digitale. Et donc là, j'ai eu l'opportunité de découvrir aussi tous les nouveaux métiers, l'UX, l'UI, tous les métiers du marketing digital pour accompagner nos clients sur leur programme de transformation et sur la mise en place de nouvelles expériences d'achat, de CRM pour leur communauté de clients et d'utilisateurs. Et c'est suite à ce parcours que j'ai eu l'opportunité de rejoindre Tape-à-l'œil en tant que directeur des systèmes d'information et de la transformation pour continuer à accompagner la marque dans l'ensemble de ses projets, l'ensemble de sa mutation vers de nouveaux business models et continuer l'accroissement de la transition vers le e-commerce, vers l'application mobile de nos clients. Merci pour cet éclairage sur ton parcours. Ce que je note par-dessus tout, c'est que tu as travaillé et apporté ton savoir aussi bien chez des éditeurs que des agences digitales et maintenant chez un e-retailer, comme quoi on peut, de par son savoir, servir, j'ai envie de dire, toute la chaîne de valeur pour pouvoir servir le client de manière plus fluide en bout de chaîne. On dit aujourd'hui que l'expérience client, c'est un peu le nouveau patrimoine de la distribution, c'est ce qu'il faut chérir avant tout. Quelle est pour toi l'importance de l'IT dans la Customer Experience? Est-ce que tu peux nous donner la place qu'elle porte pour toi et son importance le cas échéant? Alors déjà, effectivement, pour rebondir sur ton point, il y a eu une mutation profonde. C'est-à-dire que le commerce tel qu'on le connaît, en tout cas le commerce industriel récent, s'est forgé beaucoup sur l'emplacement. C'est-à-dire que c'était la bataille d'avoir les meilleurs emplacements pour capter le trafic sur les lieux de vie, sur les lieux de commerce, sur les lieux de passage. Maintenant, le paradigme a complètement changé. C'est-à-dire que chaque client, chaque prospect, chaque consommateur potentiel est à une seconde, un clic de souris, un geste sur son téléphone. Effectivement, on a tous quelque part un accès à une offre infinie, à des commerçants, des vendeurs de manière infinie sur son téléphone. On peut en un clic, un coup de doigt sur son smartphone, aller commander potentiellement le produit qui nous intéresse à l'autre de la planète. Et donc, ça change complètement la donne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la référence, on va pas l'avoir parce qu'on est au bon endroit, mais parce que on va vraiment avoir déclenché une préférence auprès du consommateur, et cette préférence se fait par l'expérience client et l'expérience client en ligne, l'expérience client sur le smartphone. Et cette expérience client, bien évidemment, c'est de la technologie aujourd'hui. Et donc l'IT, les gens qui ont en charge dans les enseignes la technologie, sont forcément au cœur de cette transformation. Alors bien sûr, on n'est pas seul. Il y a des équipes métiers et notamment on a vu fleurir tout un tas de nouveaux métiers sur du marketing digital, marque, des gens qui vont travailler l'UX, mais à chaque fois il y a une composante technologique extrêmement importante dans ces transformations, et donc les équipes IT sont au cœur de ces grands mouvements de fond pour transformer quelque part la distribution classique en un marché, une économie de l'expérience pour avoir la préférence de nos clients et qu'on capte de nouveau et qu'on garde nos bases de clients plutôt que de les voir zapper et aller voir d'autres marques, d'autres fournisseurs, potentiellement d'ailleurs très éloignés de leur lieu de vie. Tout à fait. Et tu mets le doigt sur deux choses importantes. Tu as parlé de mouvement. Et en effet, c'est toute une chaîne de valeur. SAP a fait récemment l'acquisition de la société Emarsys. Emarsys, c'est un véhicule qui permet de communiquer avec le client par tous les canaux. Mais en réalité, dans cette notion de mouvement, le point de départ est souvent la donnée. Et pour être pertinent dans le message qu'on envoie, il faut déjà avoir la bonne donnée pour offrir derrière une expérience client complète. Donc, c'est bien une chaîne de valeur complète. Et j'aimerais simplement que tu nous en dises un peu plus aussi sur cette notion de préférence. En réalité, quand tu parles de multiples canaux et que tu dis que les consommateurs que nous sommes, toi et moi aussi dans la vie réelle, sommes à un clic d'une entreprise mondialisée,
Comment toi, tu arrives à faire en sorte, par le travail avec les équipes, que la préférence soit faite sur un canal ou un autre, ou la préférence soit faite sur ta marque plus qu'une autre? Alors, je pense que l'enjeu, c'est bien d'avoir une préférence de marque. On va ne plus parler de canaux. Au contraire, je pense que le principe, c'est d'avoir une expérience et donc une cohérence sur l'ensemble des points de contact qu'on va avoir avec le client, sur l'ensemble de son cycle de vie, de la phase de découverte finalement de la marque jusqu'au bout de la chaîne de valeur. Tu parlais tout à l'heure de seconde vie, mais finalement aujourd'hui la marque doit accompagner le client quelque part jusqu'à la revente du produit éventuellement. Donc c'est sur l'ensemble de ces points de contact, de ces moments de vie qu'on doit se bagarrer pour avoir la bonne expérience et la préférence de nos clients. Et donc il y a une importance de cohérence du parcours global, online bien sûr avec l'ensemble des outils et des moments de vie, mais aussi offline dans nos magasins. Cette cohérence est extrêmement importante. L'idée étant d'avoir un parcours le plus efficace possible. Donc là, on est dans la dette. Il ne faut pas qu'il y ait de friction. On a longtemps parlé de friction. Donc il faut éliminer toute cette friction. Mais ça, pour moi, c'est de la dette. Et après, il faut déterminer par rapport à sa marque, sa proposition de valeur de marque, quels vont être les moments magiques, les moments où on va faire la différence. C'est-à-dire qu'on a éliminé les frictions et au contraire, on va créer des aspérités, mais des aspérités positives pour surprendre le plus positivement possible le client, mais à des moments clés, à des moments choisis de son parcours et de sa relation avec la marque. Tout à fait, c'est important que tu le soulignes. En réalité, la customer experience remet la marque au cœur du débat, parce que si on élimine toutes les frictions sur tous les canaux, alors au final, on ne retient que ça, c'est l'expérience qu'on a eue avec la marque, en l'occurrence ici, Tape à l'œil. On comprend mieux maintenant votre modèle de distribution et la manière dont vous vous démarquez du marché. D'après ton parcours, voilà, qui est assez atypique et surtout très complet, tu as apporté énormément de valeur et tu as d'ailleurs très bien expliqué pourquoi l'IT est si importante, j'ai envie de dire, dans cette expérience client. En bout de chaîne, j'ai envie de te demander pourquoi vous avez fait le choix chez Tape à l'œil de SAP Customer Experience il y a déjà quelques années. Alors c'est vrai qu'on a fait le choix de SAP CX il y a maintenant quelques années. En fait, on voulait travailler l'expérience client et donc le sujet c'était pas de choisir une plateforme e-commerce. Notre sujet c'est pas de faire de l'e-commerce, c'est de faire une expérience client de bout en bout. Et la force pour moi depuis toujours de la plateforme, c'est d'être capable de l'adapter et de créer ces moments d'aspérité positive. Je vais t'illustrer ce propos. On parlait de seconde main récemment, là, tout à l'heure, comme étant un axe de développement et d'accompagnement du parcours quelque part jusqu'au bout. On a lancé notre plateforme de seconde vie pour permettre à nos clients de revendre les produits des enfants qui grandissent, et donc les produits trop petits, pourquoi pas leur donner une seconde vie. On a travaillé sur la plateforme pour faciliter au maximum le parcours d'achat en récupérant, on parlait de données, l'historique des achats de nos clients. On a bien sûr toute la donnée produit correspondant à cet historique d'achat, et du coup, en un clic, le client peut créer son annonce depuis son historique d'achat, et on a un historique assez profond qui soit online, offline, pour automatiser la création de son annonce de revente de produits seconde vie sur notre plateforme New Life. Ça, c'est typiquement une expérience client sans couture, fluide, et qu'on a pu créer grâce à la plateforme. Et on est très très loin de faire uniquement de l'e-commerce. L'idée, c'est pas juste de mettre un produit en vente et de faire un ajout au panier et une transaction, mais de créer des expériences. Et pour ça, on a besoin d'une plateforme robuste, flexible. Et c'est là toute la complexité, puisque finalement, ce sont deux objectifs qui peuvent paraître des fois antinomiques. Et c'est ça qu'on arrive à adresser aujourd'hui avec SAP CX. La robustesse qui permet de tenir des volumes qui sont de plus en plus importants parce que la part du digital est de plus en plus forte, et en même temps flexible pour aller créer ces moments magiques, ces moments différenciants et faciliter au maximum le parcours client. Si tu devais mettre un bénéfice sur justement la solution SAP CX, quel serait-il ?
Aujourd'hui, c'est vraiment cette capacité à accompagner des parcours clients innovants. Aujourd'hui, on va travailler de plus en plus sur plateforme de produits, mais aussi développement de services. Et donc aujourd'hui, SAPCX nous permet d'imaginer de nouveaux parcours d'achat ou de services pour nos clients. Une autre illustration, on travaille de plus en plus avec un écosystème de partenaires, notamment des partenaires start-up. On a lancé récemment des cours d'anglais pour enfants via un partenaire qu'on propose et qu'on relaie via la plateforme. Et donc, c'est tout cet écosystème, toute cette ouverture de la plateforme qui nous permettent quelque part, de créer les business models de demain qui ne seront plus uniquement que de la vente de produits, mais aussi vendre les produits des autres, proposer des services additionnels, amener de la valeur à nos clients, tout ça dans une logique d'expérience et de préférence de marque. Écoute, je pense que à t'entendre, le SAP Customer Experience Inspire porte bien son nom. C'était excessivement inspirant, aussi bien sur ton parcours varié que la place de l'IT à l'intérieur de ta société et aujourd'hui les bénéfices que vous arrivez à en tirer. Je te remercie infiniment, Guillaume Porquier, pour ton temps. Et puis, je te souhaite une excellente journée. Mais avant ça, j'ai une surprise pour toutes les personnes qui viennent d'écouter la voix que tu viens de porter. Vous verrez s'afficher en commentaire et dans cette vidéo un code promo qui sera valable pour la journée de diffusion de l'événement. Donc Guillaume, on te remercie pour ça. Et pour les personnes qui souhaitent acheter pour la première fois ou réacheter sur Tape à l'œil, eh bien, profitez de ce cadeau qui vous est fait par Guillaume et ses équipes. Merci infiniment Guillaume et très belle journée à toi. Merci à toutes celles et ceux qui ont suivi cette session et cet échange entre Guillaume et moi. Je vous laisse continuer votre parcours client ou parcours expérientiel dans le SAP Customer Experience Inspire 21 en regardant les vidéos qui suivent. Nous avons eu ici la voix du client et vous allez maintenant pouvoir écouter la voix des leaders, puis une voix d'inspiration. Nul en bricolage, suivez notre formation débutant avec Bricobonheur. Excusez-moi, pardon, une formation en bricolage? Vous plaisantez? Ok, c'est ma journée, ils vont m'entendre, Bricobonheur. Allô? Ouais, bonjour, c'est MacGyver au téléphone. Je vous appelle parce que je voulais... Ouais, comment ça, qui? MacGyver, quoi. Enfin, c'est moi. Souvenez-vous, saison 3, épisode 26, avec un simple canif et un fil de fer, j'ai réussi à fabriquer une antenne télé. Ouais, donc j'ai bien reçu votre proposition pour la formation en bricolage. Bricolage, MacGyver, ça vous dit quelque chose? Arrêtez de me pousser vos publicités, ok? Je vais aller creuser un trou là. En ce moment, je bosse sur un nouveau projet, le MacGyphone. Oh bah regardez, ça marche. Allô? Bricobonheur encore? Mais non, mais je veux pas non plus d'une formation en électricité. Je suis MacGyver! MacGyver! Allez hop. Mode tunnel, finito presto. Allez. Sinon, pour comprendre et anticiper les besoins de vos clients, faites plutôt confiance à SAP Customer Experience. Nous revoilà ensemble. Merci infiniment d'être avec nous encore pour écouter cette fois-ci la voix des leaders. Céline Lazorte, merci infiniment d'être avec nous. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour à toutes et tous, bonjour Amaury. Bonjour. Alors, est-ce que, avant de commencer, pour les gens qui ne te connaissaient pas encore, je voulais te dire quelque chose, nous avons, toi et moi, quelque chose en commun. Est-ce que tu sais ce que ça pourrait être? J'ai une petite idée, mais c'est plus marqué chez toi que chez moi. Ah, c'est l'accent, c'est ça, c'est Toulouse. Exactement. On a été biberonné à cet accent roulant de la Garonne, c'est bien ça? Donc, c'est notre point commun. Toulousaine, mais effectivement sans accent. Exactement. Alors, tout d'abord, la question importante, déjà, ton parcours entrepreneurial, qui est véritablement impressionnant et très inspirant, c'est d'ailleurs un peu le thème de cette conférence aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, pardon, est-ce que tu saurais nous redécrire en quelques étapes clés ton parcours? Avec plaisir. Donc, je m'appelle Céline Lazorte.
J'ai 38 ans, je suis ce qu'on appelle repeat entrepreneur. Donc, j'ai créé plusieurs sociétés. D'abord, la première, Litchi.com, à la fin de mes études, donc il y a maintenant 12 ans, je crois. J'avais 25, donc ouais, même presque 13 ans. Donc, Litchi.com, c'est un site qui permet de collecter de l'argent à plusieurs, ce qu'on appelle une cagnotte en ligne pour un cadeau d'anniversaire, pot de départ, mariage, événements de solidarité entre proches. Voilà, c'était venu d'une expérience personnelle pour organiser le week-end d'intégration de ma promo. Il n'y avait pas de site. Il se trouve que j'ai été diplômée au milieu de la crise des subprimes, et donc je me suis dit bon bah en fait il n'y a pas de job pour moi, pourquoi ne pas créer mon job, et voilà, et donc c'est devenu une aventure entrepreneuriale extraordinaire qui a duré 11 ans. En parallèle, j'ai créé une deuxième société qui s'appelle Mangopé en 2013. Donc Litchi, c'était 2009. Mangopé, c'est en fait une venue de l'expérience de Litchi. Mangopé, c'est une solution de paiement pour les marketplaces, plateformes de crowdfunding, consommation collaborative. Il n'y avait pas de solution, donc on l'a inventé avec Litchi, et puis du coup, on l'a un peu spin-offé pour en faire une deuxième société, donc 2013. Voilà, les deux aventures ont super bien grandi. J'ai cédé 86% du capital au groupe Crédit Mutuel Arkea en 2015, septembre 2015. Je cherchais pas à vendre, mais je cherchais à avoir un partenaire qui nous aide à accompagner la croissance, le développement. Et puis voilà. Et puis du coup, je suis restée 4 ans à piloter les deux sociétés, donc jusqu'à mi-2019 pour le groupe Arkea. Et puis, je suis sortie voilà, après plus de 10 ans de bons et loyaux services. Il était temps pour la boîte de grandir, pour moi de faire autre chose. Et puis voilà, que chacun fasse, après avoir fait un très beau bout de chemin ensemble, et une aventure entrepreneuriale et humaine extraordinaire, que je prenne mon envol. Pendant 2 ans, j'ai profité de la vie, persuadée que voilà, c'est des moments assez rares de pouvoir être un peu à la retraite à 35 ans. Donc, j'ai eu un petit garçon, j'ai investi beaucoup le champ associatif, j'ai créé plusieurs initiatives, dont Sista, qui est une association dont l'objet est de sensibiliser au fait que les femmes entrepreneurs n'ont pas accès au même financement que les hommes entrepreneurs. Or, notre conviction, c'est qu'il n'y a pas un gène de l'entrepreneuriat et qu'il faut faire émerger un écosystème de leaders diversifiés et qui soit au reflet de la société civile. Donc, j'ai fait ça aux côtés de Tatiana Jama, Valentine de Lastérie, Roxane Barza, puis aujourd'hui, c'est un collectif de femmes et d'hommes. Et donc, on a notamment fait une charte qui a été signée par une centaine de fonds d'investissement qui se sont investis pour avoir au moins un quart de femmes financées à 2025, et même chose pour la BPI, Banque publique d'investissement. Donc ça, c'est un gros milestone. J'ai démarré une initiative qui s'appelait le Parental Act, dont l'idée était de embarquer avec moi des entreprises pour qu'elles appliquent un congé paternité ou deuxième parent d'1 mois minimum rémunéré à 100%. Donc ça, j'ai fait ça en janvier 2020, juste avant la crise sanitaire. Et puis en fait, ça a pris un super essor. On a démarré avec 100 boîtes. Quelques mois plus tard, il y en avait 400. Et puis en septembre 2020, j'ai reçu le coup de fil sympa qu'on rêve d'avoir quand on porte une initiative citoyenne. C'est celui de l'Élysée qui m'a dit, ben voilà, on a vu votre projet de Parental Act. On va proposer un texte de loi qui s'inspire totalement de votre initiative. On pense que si les entreprises sont prêtes, ça veut dire que la société civile est prête, et donc il est temps de le faire passer à l'Assemblée et au Sénat. Et donc aujourd'hui, c'est devenu une loi, puisque maintenant, il est possible pour un papa ou deuxième parent de prendre un congé paternité d'1 mois et rémunéré à 100%, avec notamment une semaine obligatoire. Voilà, et puis bref, d'autres aventures associatives. J'ai fait pas mal d'investissements en tant que business angel. Donc l'idée, c'est réinvestir son propre argent dans des boîtes auxquelles on croit et à qui on a envie de filer un coup de main, à la fois financier, mais aussi être présent à leur côté. Donc j'ai financé des boîtes comme Frishti, Le Slip Français, Conto, Yuka, voilà. De très beaux succès entrepreneuriaux. J'ai aussi fait des tolls, mais voilà, j'ai eu la chance d'être aux côtés de quelques entrepreneurs brillants et de pouvoir partager un petit peu de leur parcours. Et puis, je suis entrée au board de la SNCF en janvier 2020 et d'Iliad. Donc, Iliad, c'est la maison mère de Free, en juillet 2020. Donc, voilà, 2 années de retraite assez occupées. Et puis finalement, les sirènes de l'entrepreneuriat ont été trop forts. Et donc, j'ai repris le chemin depuis quelques mois, cette fois-ci dans le domaine de la santé,
J'ai cofondé avec Jonathan Benamou, qui est un entrepreneur français, et l'hôpital Gustave Roussy, Résilience. Et donc, Résilience, on développe des outils, des dispositifs médicaux pour accompagner les patients atteints de cancer, à la fois dans la compréhension de leur traitement, donc ce qu'on appelle l'aide thérapeutique, et puis dans le suivi, donc de la télésurveillance, donc pour des patients qui sont par exemple hospitalisés à domicile. Et on travaille aussi sur la toxicité des traitements. Voilà une brève présentation de mon parcours entrepreneurial et activiste, on va dire. Écoute, c'est tout l'objet. Déjà, merci pour ce résumé, ce condensé. On se rend compte qu'il y a une fibre chez toi, c'est le fil rouge que j'entends dans ce que tu nous décris là. On est passé à la base d'une entreprise qui était un service de cagnotte en ligne, qui a pris une telle ampleur qu'on arrive même aujourd'hui dans les termes usuels à dire on n'a qu'à faire une cagnotte Litchi. Donc tu as atteint ce niveau d'avoir près de 14 millions d'utilisateurs dans l'Europe entière. À revenir après en arrière sur quelque chose, comme tu le disais tout à l'heure, prendre un peu l'air, prendre du temps pour toi, pour ta famille, ton enfant. Et malgré ça, tu as continué ton engagement sociétal jusqu'à aujourd'hui influencer certaines lois en France pour j'ai envie de dire, le bien-être de tout un chacun. Ce que je vois en effet comme fil rouge, et on le voit encore dans ta nouvelle société dont on parlera un petit peu tout à l'heure, c'est tu as toujours su mêler l'entrepreneuriat avec le bien commun. La notion de dire je développe un produit, mais pour l'expérience utilisateur, pour l'utilisateur final. Est-ce que tu penses que c'est ce qui a fait à chaque fois que tes entreprises ont eu un impact? C'est parce qu'elles adressent d'abord le client final. Elles répondent à un vrai besoin. Il y a probablement ce en quoi je crois et la façon dont j'ai envie de le faire. Donc, bien sûr, on se demande toujours qui on est. Est-ce qu'on peut le réduire en une phrase? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai été élevée dans une famille de médecins, donc 3 générations de médecins, très engagés, tous fonctionnaires, et avec une obsession, c'est celle que la santé, la meilleure santé possible, soit accessible à tous. Donc, je pense qu'effectivement, j'ai été élevée avec un combat, ou en tout cas une âme qui a envie d'œuvrer pour le bien commun et puis pour la collectivité. Et je pense que c'est aussi un devoir. Moi, j'ai eu donc la chance d'avoir accès à des super études, de pouvoir faire à peu près ce que je voulais, tout en faisant un prêt, mais voilà, d'avoir tout à disposition pour me nourrir et pour grandir. Et donc, la question de tous les jours, c'est de quoi on a envie de remplir ses journées et qu'est-ce qu'on a envie de faire de son temps. Et moi, ce qui fait du sens pour moi, et c'est pas un jugement vis-à-vis des autres, mais ce qui fait du sens pour moi, c'est de me dire que peut-être chaque jour, la société est un petit peu meilleure. Je pense que l'exemple du congé paternité, il est assez rigolo parce qu'en fait, moi, j'avais appliqué depuis longtemps le congé paternité chez Litchi et Mangopé, parce que ça me semblait être une évidence. Et puis moi-même, quand j'ai été maman, j'ai été confrontée au fait que mon conjoint, lui, il était dans une entreprise plus traditionnelle et donc il n'avait que quelques jours. Et donc finalement, entre les jours passés à la maternité, etc., on s'est retrouvés qu'une semaine, même pas ensemble à la maison à l'arrivée de notre fils. Et c'est vrai que moi, je l'ai vécu comme quelque chose de très dur. Et je me souviens le lundi matin d'être toute seule avec mon bébé et de pas très bien savoir comment faire, d'avoir écrit à mes copines. Mais en fait, c'est ça d'être mère, mais c'est l'arnaque totale. Et donc, en fait, j'ai pas envie de ça. Donc, s'il faut faire changer la loi pour que finalement les choses elles soient un peu plus justes, il faut prendre son bâton de pèlerin, un peu de courage, un peu de travail, et puis les choses elles se font. Donc voilà, donc c'est vrai que oui, je suis obsédée par l'expérience client et par l'expérience patient, parce qu'en fait il y a rien d'autre. C'est en fait, j'ai probablement une grande sensibilité product, mais j'ai la conviction que en fait, on ne devrait porter attention qu'à son client. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'important, et que tout le reste se déroule assez facilement. Donc ça, c'est vrai que c'est une culture que j'ai beaucoup initiée chez Litchi et Mangopé. Ici, chez Résilience, bien évidemment, on a une obsession du patient. On a fait des centaines d'interviews patients. On parle toute la journée avec nos patients. On a des patients experts, un comité de patients qui nous accompagne pour piloter l'entreprise, puisque Résilience est une entreprise à mission et siège au comité à mission des patients. Donc voilà, donc oui, je suis obsédée par l'expérience utilisateur. Je vais revenir sur Résilience tout à l'heure parce que c'est vraiment d'actualité, mais avant de perdre ce fil rouge,
il y a un vrai besoin, j'ai envie de dire, de justice aussi. C'est-à-dire, à partir du moment où tu mets le client au centre de ton industrie, et comme tu l'as dit tout à l'heure, si c'est pas pour servir les gens, alors à quoi bon? Tu as parlé tout à l'heure de la place des femmes dans la tech. Tu es une membre fondatrice de France Digital et aussi de France FinTech. Tu as monté, comme tu disais tout à l'heure, l'initiative Sista. Aujourd'hui, quel est ton regard sur, peut-être pas passé, mais à venir, sur la route que prend l'entrepreneuriat au féminin dans la France de la tech, ou peut-être même au sens plus large? Je sais que tu rencontres des dirigeants du monde entier. Est-ce que tu peux nous donner ton point de vue là-dessus? Bah, je crois que c'est au reflet de l'état de la place de la femme dans la société. Et en fait, je pense que tu as probablement employé le bon terme. Moi, je ne supporte pas l'injustice. Je dois être honnête. En fait, les femmes, en soi, je m'en fous. J'ai pas de tropisme particulier avec les femmes. Mais par contre, je pense que on devrait chacun et chacune pouvoir être libre d'être ou de faire ce qu'on souhaite de sa vie, ou de ne pas le faire d'ailleurs. Et il y a encore malheureusement beaucoup d'injonctions, parce que on a collectivement construit, et c'est pas les hommes, hein, c'est la société entière, un modèle et un schéma patriarcal dont il faut petit à petit se poser la question de savoir si c'est la bonne façon de vivre ensemble. Et donc Sista, évidemment, c'est un combat, parce qu'aujourd'hui, il y a plus on va dire 10-15% de femmes entrepreneurs dans le monde de la tech, et il n'y a que 2% des fonds, enfin des femmes, des équipes financées qui sont des boîtes créées par des femmes. Donc on voit qu'il y a un vrai décalage. Moi, je veux pas qu'il y en ait plus, je veux juste qu'il y en ait autant. Donc je crois qu'effectivement, il y a encore du chemin à faire. On est encore habitué à voir le dirigeant d'entreprise dans une posture agressive, parce que le charisme, c'est forcément la colère, voilà, finalement des termes très guerriers. Il y a d'autres formes de management, il y a d'autres formes de réussite, et donc l'idée, c'est de pouvoir faire émerger des tas de schémas différents, et que chacun ait le sien et qu'il lui soit propre. Pour autant, c'est vrai que le milieu du capital risque est un milieu très masculin, et donc il y a forcément des biais qui sont inconscients. J'ai bien conscience, en tout cas, du fait que ça n'est pas volontaire, mais que c'est inconscient, et que donc inconsciemment on attribue plus voilà, des rôles de deuxième à une femme, des métiers de service à la personne, etc. Tout ça qui sont des choses finalement qui sont une évolution récente de notre société, puisqu'avant la guerre, par exemple, les femmes avaient des métiers qu'on dit masculins, de boucher, d'artisan, etc. Donc en fait, voilà, les choses peuvent très vite évoluer dans un sens comme dans un autre. Donc en tout cas, les places de la femme, la place ou les places des femmes dans la tech est encore à construire, parce qu'effectivement, dans les postes à responsabilité, dans les jobs de CEO, dans les jobs d'investisseurs partenaires, eh bien, il y a assez peu de femmes, et je pense qu'on doit collectivement œuvrer pour qu'il y ait une meilleure représentation de la diversité. Tout à fait. C'est au final un combat de plus, hein, quelque part, que tu mènes, et dans cette lutte perpétuelle pour essayer d'innover tout en aidant le bien commun. J'ai l'impression, et on va parler maintenant de résilience, que tu as toujours su allier l'innovation, l'esprit d'équipe et d'entreprise vers une utilité publique quelque part. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les entreprises, aujourd'hui en faisant bouger les lois, dans les associations que tu soutiens. Est-ce que Résilience Care, c'est pas la quintessence en fait de ton savoir aujourd'hui? C'est pas, on sait que ça adresse une maladie qui touche énormément de foyers, de gens qui nous écoutent, et on connaît tous quelqu'un autour de nous qui pourrait être touché ou qui l'a été. Est-ce qu'aujourd'hui tu estimes que c'est peut-être le service, le produit, peut-être l'état d'esprit, je ne sais pas quel mot tu mettras dessus, le plus abouti que tu saches nous proposer aujourd'hui j'ai envie de dire, dans ce combat perpétuel? Oui, alors je sais pas si c'est un combat de plus, en fait, c'est juste que, encore une fois, je crois qu'on devrait chacun se poser la question de comment on veut disposer de notre temps et quel monde on veut laisser à nos enfants. Donc, c'est vrai que la crise sanitaire est arrivée en mars 2020. J'ai participé à la création d'un collectif qui s'appelle Protège ton soignant, qui a duré seulement le temps de la première vague, donc du mois de mars au mois de juin. Pendant 4 mois,
On a collecté de l'argent sur une cagnotte Litchi auprès de particuliers, entreprises et fondations pour acheter du matériel médical qu'on a donné aux établissements de santé, que ce soit hôpitaux, cliniques ou libéraux, qui en avaient le besoin. Et en fait, il se trouve que ça a été un mouvement d'une ampleur exceptionnelle puisqu'on a collecté 7,4 millions, on était 150 bénévoles à temps plein, uniquement organisés sur WhatsApp. On a livré 400 établissements et on avait 10 camions qui tournaient partout en France, 5 entrepôts. On a envoyé 2 avions en Corse, un cargo à Mayotte. Enfin voilà, on a essayé de faire bouger les choses pour faire en sorte que sur des petites quantités de stock, finalement, là où certains hôpitaux parfois étaient dépassés sur le besoin en masque, en blouse, en vidéolaryngoscope ou en pousse-seringue, on puisse de façon plus agile que peut-être une autre organisation répondre et aider. Et ça a été une aventure humaine extraordinaire puisque franchement c'était complètement dingue, hein. On travaillait de 8h à minuit tous les jours de façon hyper intense et on s'est donné une mission dont on ne savait pas si on serait en capacité de la résoudre. On n'avait pas imaginé 2 secondes que ça prendrait une telle ampleur, hein. C'est un truc qui a commencé sur un groupe WhatsApp à 4 potes un dimanche après-midi. Et c'est vrai que moi, je pense que ça faisait appel à quelque chose chez moi qui était que j'ai un grand attachement, comme je le disais, au service public, au fait que voilà, l'hôpital, c'est un temple qu'on doit protéger et on a un peu vu le colosse au pied d'argile et donc je trouvais insupportable de ne pas pouvoir contribuer et aider ce personnel soignant qu'on voyait à la télé en souffrance, etc. Et l'aventure humaine, comme je le disais, était géniale. On a vécu des moments hyper intenses et on a créé un lien super fort, c'est vrai, avec ces médecins, infirmiers, personnel administratif. Moi, j'ai reçu des lettres chez moi de tous les côtés de personnes que je connais pas qui nous remerciaient parce qu'on les avait aidés, parce qu'on n'avait pas pu dormir parfois la nuit quand eux, ils nous appelaient en nous disant on n'a plus de surblouses, comment faire? On trouvait des tout petits stocks, on les aidait, on les faisait acheminer, etc. Voilà. Et ça m'a donné envie de réentreprendre et de mettre mes compétences d'entrepreneur de la tech au service des soignants et des patients. Et donc, je pense que c'est comme ça que l'histoire de résilience est construite. C'est parce que, en fait, le Covid a complètement rebasculé et fait changer nos modes de communication et notre façon de vivre et peut aussi faire évoluer notre façon de soigner. On a choisi le cancer parce que, comme tu le disais, c'est la première cause de mortalité dans les pays occidentaux et c'est la seconde cause de mortalité au monde, la première étant les maladies cardiovasculaires. Et voilà, c'est le cancer, c'est 18 millions de nouveaux cas par an. Ce sera le double d'ici 2040. Et personne, enfin tout le monde est indirectement ou parfois directement touché par le cancer. Personne ne connaît pas, quelqu'un qui a touché par le cancer autour de lui. Voilà, ça nous est tous arrivé. Moi, j'ai perdu un ami d'enfance il y a 14 ans, à l'âge de 24 ans, d'un cancer des testicules. On nous avait dit on meurt pas d'un cancer des testicules. Si, parfois on en meurt. Donc voilà, la mission de résilience, elle est simple, hein. On s'est associé donc à l'hôpital Gustave Roussy et on souhaite réinventer la façon dont on soigne le cancer, à la fois l'information aux patients, la façon dont il est suivi et puis dans le choix du traitement. On a une app en ligne sur les stores qui permet notamment aux patientes et patients atteints de cancer du sein de mieux comprendre leur traitement et donc de mieux supporter les effets secondaires induits par le traitement, parce qu'il faut savoir qu'un patient, il mène 2 combats, celui contre la maladie et celui contre les traitements. Et il faut pouvoir supporter le traitement pour mener le combat contre la maladie. Et donc, nous, on est persuadés que un simple téléphone et le digital peut aider à ce qu'un patient prenne plus son traitement parce qu'il supporte mieux les effets secondaires, parce qu'il les comprend mieux. Il y a cette notion d'accompagnement, toujours, d'information et d'aider les gens en filigrane. Je le résume un petit peu, mais je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui nous écoutent, d'employés aussi, de gens qui aiment agir au-delà de leur travail, dans des associations, ce genre de choses. S'il devait y avoir un mot, quel conseil tu donnerais à ces personnes-là ? Engagez-vous, levez-vous, courez, prenez votre destin en main, ce que vous avez envie de faire. Je pense que c'est à midi, je déjeunais avec le fondateur de Make Sense. Le rôle de Make Sense, c'est d'engager des citoyens à œuvrer pour le bien commun, que ce soit dans une association, que ce soit dans un mouvement citoyen, que ce soit en devenant entrepreneur social. Enfin, tout est possible, mais voilà, il faut juste. Je pense la vie, elle est parfois courte et parfois elle peut être faite de plein d'aventures et il faut
se lancer. Et je crois qu'on est plus heureux quand on maîtrise son destin ou quand on a le sentiment, en tout cas, d'œuvrer. Donc, en tout cas, je crois que ça anime les uns et les autres. En effet, la notion d'action est clé. Merci infiniment. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette avenir à venir, si on devait te souhaiter quelque chose? Pas forcément beaucoup de bonheur, non? Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter de mieux que d'être heureux? Et la santé. Évidemment. Et d'être heureux. Merci infiniment, Céline, pour ton temps. Merci pour votre invitation et bonne conférence. Merci infiniment d'avoir suivi cette session en compagnie de Céline Lazorte. Vous avez maintenant entendu la voix du client, la voix des leaders, et tout de suite, restez connectés sur la plateforme. D'ici quelques minutes, vous entendrez la voix du champion, qui est Johnny Wilkinson, et qui nous parlera de sa méthodologie pour ressortir de la crise pandémique de manière revitalisée et réénergisée. À très bientôt, et surtout n'hésitez pas à revoir cette interview dans notre plateforme Always On en replay quand vous le souhaitez. Je vous appelle pour un renseignement pour l'achat de loupes télescopiques. Et comment ça, pour quelle utilisation? Professionnelle? Et là, le gars, il me dit... Ah, c'est à moi? Bonjour, je m'appelle Jean-Michel 007 et je travaille dans les renseignements depuis... 6 mois. Mais bien, hein. Comment ça, vous voulez mes coordonnées? Mais attendez, je suis client chez vous depuis 2001. Vous voulez dire que j'en sais plus sur vous que vous n'en savez sur moi, monsieur Moulin? Moulin Jean-Paul, 27 avenue des Lauriers, marié, 3 enfants, 4 points sur le permis, passionné d'horticulture et allergique aux carottes râpées. Et d'après mes informations, vous auriez un petit chaton tatoué sur le haut de la fesse gauche. Je continue? Dites, c'est pas parce que votre femme est rentrée de vacances que je dois me taper votre mauvaise humeur. Quoi? Vous connaissez pas quoi? Tous vos dossiers clients. Ah amateur. Sinon, pour connaître vraiment ses clients, il y a SAP Customer Experience. Bonjour, je m'appelle Johnny Wilkinson et voici mon plan de jeu pour sortir de la pandémie. Peut-être il faut commencer par raconter mon histoire. Depuis mon enfance, à l'âge de peut-être 4 ans, ma passion était le rugby. C'était tout ce que je faisais, c'était tout ce que je pensais, c'était c'était très très important pour moi. C'était incroyable la sensation que j'avais avec le ballon dans les mains, avec les crampons sur le terrain. C'était juste je sais pas, ça pour moi c'était quelque chose de vraiment vraiment spécial. Et à l'âge de peut-être 7 ans, j'ai commencé à réfléchir un peu par rapport à mes ambitions dans le sport de rugby. J'imaginais des choses le plus difficile dans le sport de rugby, mais pour moi, ce n'était pas un problème. Pour moi, c'était plus difficile, c'était plus important que c'était quelque chose que je cherchais. Voilà, là, dans la liste, il était marqué jouer pour l'équipe d'Angleterre, buter pour l'équipe d'Angleterre, marquer le plus de points possible pour l'équipe d'Angleterre, jouer pour les British Lions et en plus gagner une Coupe du Monde avec l'équipe d'Angleterre. Et après ce moment-là, j'ai commencé à attaquer le sport de rugby avec une énergie très très directe. Très fort et très puissant. J'étais à même de vraiment focaliser cette énergie dans la bonne direction. Et pour moi, c'était juste un plaisir de le faire. Et pour et là, à l'âge de 24 ans, je me suis retrouvé sur le terrain, dans le terrain en Australie, dans le stade devant peut-être 100 000 spectateurs et avec les spectateurs partout autour du monde à la télévision dans les descentes du match d'extra time avec les ballons dans les mains.
Et ça m'a rappelé des moments avec mon frère quand on était jeunes et on jouait un petit truc ensemble où on se disait voilà, c'est pour Johnny, il reste 3 secondes, il va taper le ballon et il a gagné la Coupe du Monde. Et cette fois, c'était les autres qui le disaient par rapport à moi. Et en plus, heureusement, le ballon est passé par les poteaux et ma vie a commencé à changer d'une façon très intéressante. Et c'était un moment incroyable, c'est sûr. C'était un moment, c'était une explosion de joie, de euphorie. C'était juste quelque chose de très, 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 très spécial, très, très, très puissant. Mais ce que je peux dire, c'est que tout de suite après le dernier siffle de l'arbitre, l'énergie n'était pas aussi forte. Un peu plus tard, pareil, l'énergie était moins forte. Et le lendemain, le matin, je peux dire honnêtement que je ressentais un peu les émotions avec lesquelles j'étais plus familier. Les émotions d'angoisse, de frustration, de la vide. Et j'ai commencé à me mettre en question un peu, même de mettre la vie en question un peu, parce que au début de ma vie, le rugby était juste une passion. De le faire, même si c'était dans le parc à côté de la maison, c'était juste pour le plaisir. Mais avec toutes les ambitions, j'avais l'impression que atteindre les ambitions, les buts, ça allait fournir des solutions de tous mes problèmes. Ça allait fournir la joie, le pays, et ça allait remplir le vide en moi. Mais ce n'était pas du tout le cas. Alors, c'était un bon moment pour peut-être rechercher un peu plus, mais avec l'énergie là-dedans et qui j'étais à l'époque, ce que j'ai fait, c'était de pousser le problème de loin et de continuer avec l'idée que peut-être la raison pour laquelle je n'étais pas, ou je ne me sentais pas complète, c'était parce qu'on n'avait pas gagné 2 Coupes du Monde. Parce que c'était quelque chose à l'époque que personne avait fait. Et je me disais que si moi, j'étais à même de faire quelque chose comme ça, voilà, après ça, c'est fini la vie, c'est complet. Et j'ai continué à faire exactement ce que je faisais avant. Et j'ai continué à rencontrer les mêmes problèmes, le même stress. En plus, 4 ans de blessures. En 2007, on était arrivé en finale contre l'Afrique du Sud. C'était une histoire magique avec une blessure au début de la Coupe du Monde pour moi, mais après ça, on a repris le chemin avec les belles victoires contre Australie en quart de finale, contre la France en demi-finale. C'était magique, c'était une super opportunité. Mais là, à la fin, après tout, c'était exactement la même histoire de joie, toujours la même vide. Et c'était pendant mes blessures que j'étais même de me mettre en question vraiment. Et ce que j'ai fait, c'était de me demander, mais voilà, les spécialistes, les docteurs, les gens dans le cadre de tout ce qui était la médecine, ils me disaient que peut-être c'est possible que tu ne jureras pas au rugby, c'est possible. Et pour moi, c'était un grand choc. Et tout de suite, dans mon esprit, je pensais de quelque chose, mais si c'est la fin de ma carrière, maintenant, est-ce que je vais regretter ce que j'ai fait dans le rugby avec un sens de vrai plaisir? Est-ce que je vais être à même de me dire que oui, j'ai fait le maximum et c'était quelque chose de très, très
bien vécu. Et en fait, j'avais beaucoup de trophées, j'avais pas mal des awards, j'avais un peu de respect, mais je savais tout de suite que ce n'était pas assez. Il y avait quelque chose qui me manquait énormément. Et puis, je commençais à me demander la même question par rapport à la vie entière, à la fin de ma vie, juste avant le mort. Est-ce que je vais dire exactement la même chose? C'est un vrai cadeau d'être vivant, d'avoir la capacité de faire ce qu'on fait ici. Mais est-ce que je le vis bien? Est-ce que je vis potentiel? Parce que c'était quelque chose qui était vraiment la source de ma carrière, c'était de chercher mon potentiel. Mais maintenant, ce que je tiens même de voir, c'est que ce n'était pas du tout le cas. Très loin de ce que j'appelais le potentiel. Et j'ai vu en fait que les de souffrance pour la joie à la fin, ça ne marchait pas pour moi. L'idée que j'allais trouver le moment présent dans l'avenir, ça ne marchait pas pour moi. Ça ne marchait pas du tout. Et l'idée de créer une legacy qui allait me faire grand plaisir après la mort, ça ne marchait pas du tout non plus. Voilà. J'ai décidé de me demander une grande question alors. Et la chose la plus importante, c'était de répondre par rapport à l'expérience et pas par rapport à des conclusions et des croyances dans l'esprit. Pour moi, c'était très important de parler de... La question, c'était quand je suis vraiment au sommet, quand je me sens vraiment top, peut-être 4-5 moments dans ma vie où je peux me dire oui, ça c'est un moment incroyable. Qu'est-ce que c'est la sensation? Qu'est-ce que c'est l'expérience? Comment je me sens là à l'interne? Et la réponse était tout s'arranger sans effort. Je me sentais légère, je me sentais libre, libéré, je me sentais connecté, je me sentais inspiré, je me sentais vraiment ouvert par rapport à juste et clair. C'était très évident pour moi. Je me sentais aucun souci, aucune barrière entre moi et ce que je faisais. C'était une connexion complète. J'étais devenu un entier avec tout ce qui était autour de moi. Et pour moi, ça représentait la sensation de la potentiel, une sensation de créativité, la capacité de créer des choses sans effort, de vraiment être le maître de ma vie. Et je me demandais, mais avec cette énergie, dans cette expérience, comment aller et rapport avec les relations, les rapports avec les autres. Mais c'était parfait, elles étaient magiques. Je savais exactement quoi dire, quoi faire, quand, pourquoi. C'était juste une intuition, une intelligence plus forte que d'habitude. Et voilà, la performance consistait à me connecter, un savoir-faire incroyable, presque une donne qui me permettait de voir l'avenir, de savoir exactement qu'est-ce qui se passera et de contrôler, c'était magique. Et par rapport au leadership, et puis c'était important de me demander comment j'étais, comment je me sentais à l'interne quand je n'étais pas du tout au sommet, quand j'étais, oui, pas au pire, mais dans les moments plus difficiles. OK. Et la réponse était évidente. C'était en fait l'opposé de ce que je venais de dire. Je venais de dire, et c'est physiquement, ce n'était pas relaxé, c'était stressé. Ce n'était pas léger, mais
mais l'or, ce n'était pas connecté, c'était déconnecté, isolé. C'était pas du tout inspiré, mais plein de pensées, de conflits, pas du tout clairs. Et c'était ça qui était pour moi quelque chose d'important, parce que je voyais tout de suite que j'avais passé toute ma carrière en me préparer pour être mon meilleur. La préparation était vraiment d'être mon pire pour devenir mon meilleur. Passer par le stress, par l'angoisse, par la tension, par la déconnexion, par tout ça, en pensant que ça allait se ranger avec la joie, avec l'engagement total dans la vie. Et c'est un peu comme dans le vestiaire avant le match. 2 minutes avant le match, tout le monde dans le vestiaire, tous les joueurs, ils sont pleins d'angoisse. Ils se mettent en question et ils se parlent l'un avec l'autre. La rassurance. Il y a une fragilité entre tous les joueurs. Il y a une énergie d'angoisse, une énergie de la peur dans le vestiaire. Et c'est pas du tout une expérience de plaisir. Mais dès que l'arbitre siffle pour le commencement du match, tous les joueurs, ils vont dire la même chose, c'est que dès qu'il siffle l'arbitre, c'est bon. Et il y a quelque chose de très dangereux là, et ça c'est qu'on crée un lien entre la souffrance et la joie. Qu'en fait, c'est la souffrance la joie, c'est grâce à toute la souffrance dans le vestiaire. Mais ce n'est pas du tout le cas. C'est juste pour moi parce que quand l'arbitre siffle, on décide de tout lâcher. Et voilà, on se retrouve on se retrouve connecté. Mais ce que j'ai fait, moi, c'était de continuer à souffrir, parce que je croyais qu'avec plus de souffrance, j'allais expérimenter plus de joie. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. Plus de souffrance, plus que je souffrais, plus que je créais des habitudes de souffrance, et plus difficile c'était de m'enlever des habitudes. Voilà, c'était ça, très, très intéressant. En fait, c'est très évident avec les buteurs, parce que je fais boulot d'entraînement en ce moment, et avec les buteurs, on est capable, dans 2 minutes, de créer une ambiance de libération en eux, en moi-même. Juste, on enlève toutes les conclusions, le poids dont on n'a pas besoin. On enlève tout, et puis on voit tout ce qui est possible. Et le choc dans les joueurs, c'est incroyable quand ils voient ce qui est possible quand on laisse le potentiel parler pour nous. Et voilà, c'est intéressant. Et moi, ce que je dis après, c'est que voilà, on a même d'atteindre ça, c'est incroyable. Imagine avec toute la semaine. Imagine ce qu'on peut faire, c'est incroyable. Mais à la fin de la semaine, ils reviennent dans un état fragile, dans un état stressé. Et je demande, mais qu'est-ce que vous avez fait avec tout le temps? Qu'est-ce que vous avez fait là chez vous? La préparation, c'est la libération. Mais les pensées, notre façon de nous parler, notre façon de vivre, notre façon de communiquer, de connecter avec les autres, c'est en fait, ça va dans l'autre direction. Et pour moi, c'était très important de savoir comment changer cette direction. Et pour moi, c'est même de voir que je suis vraiment au top, au sommet. Je suis un créateur, je suis créative.
ça veut dire que je crée des choses. C'est moi qui crée ma vie. Et c'est mon choix. Ça veut dire il faut que je sois capable d'imaginer et que j'ai une dévotion à mon imagination. Mais ça veut dire en plus que ce qui compte, mon attention et mon énergie. Il faut que j'aie contrôle de mon attention et mon énergie. Le problème, c'est que je reconnaissais très vite que mon attention et mon énergie n'appartenaient à moi. Parce que ça partait partout. Mon attention, je me levais le matin en plein esprit, super, tout était bon, et puis quelque chose m'arrivait, voilà, l'attention là, et tout de suite, je pouvais le voir moi-même que j'étais absent, j'étais confondu, je n'étais pas 100% aligné. Et c'était intéressant parce que il y a pas mal de gens qui se regardent comme les plus puissants, le meilleur performeur. Et quand je leur demandais cette question, pour moi, c'était un bon test. La question, c'est, OK, on peut recevoir exactement ce qu'on veut dans la vie, tout ce qu'on veut, quoi que ça soit, c'est pas du tout important. C'est l'argent, les rapports, les relations, quoi que ce soit. On peut tout avoir devant nous, mais il faut juste un test 10 secondes. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est intéressant comment c'est possible de prendre l'attention de quelqu'un et de la mettre où on veut. Même si c'est une personne qu'on n'a jamais rencontrée, même si c'est un enfant, c'est quelqu'un plus âgé, c'est une femme, un homme, c'est pas du tout important. C'est possible d'être contrôlé par quelqu'un si on n'est pas en contrôle de nous-mêmes. Et l'idée que l'extérieur, ça détermine l'intérieur, c'est exactement ça qui donne le pouvoir à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre. Parce qu'en fait, si on continue à vivre avec l'idée que l'extérieur détermine l'intérieur sans explorer le truc, ça veut dire qu'on ne mène jamais dans le monde, on est toujours mené. La performance n'appartient pas du tout à nous, ça appartient à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre. Et les rapports avec les autres, c'est une manipulation, parce qu'on essaie de jouer avec l'autre pour qu'il puisse, il nous redonne les sensations qu'on veut. Et voilà, c'est exactement ça, on donne le pouvoir à l'autre. Et pour moi, c'était moi. Moi, je n'étais pas même de ne pas penser à un 5 rose. Moi, c'était un 5 rose. Maintenant, non, je ne fais pas. Mais à l'époque, ça m'obligeait à un grand changement dans la vie. Le grand changement, c'était de bouger de l'idée d'être un être physique vers l'idée d'être un être plutôt émotionnel ou énergétique. Parce que quand on est physique, ça veut dire que tout ce qu'on peut faire dans le monde, le meilleur ou la chose la plus puissante, l'utile le plus puissant qu'on a, c'est de faire des choses. Physique, ça veut dire c'est action. Mais action, c'est quelque chose qu'on peut faire autour de nous, mais pas, c'est limité autour de nous. Et en plus, les autres, ils peuvent nous empêcher. Les autres choses, elles peuvent nous empêcher. Voilà, c'est pas du tout la vraie puissance, parce qu'en fait, en plus, c'est l'effort de contrôler. Ça veut dire le stress. C'est pour ça qu'aussi, quand on est physique, le corps et tout ça, on est fini. Ça veut dire que on doit se protéger. On doit se vivre des choses. On doit essayer de rester comme on est. C'est pour ça que la parole en ce moment, c'est toujours
de gérer des choses, d'essayer de faire face à la vie. C'est le stress, c'est la pression, c'est la peur. Et ça veut dire aussi que l'imagination, la créativité, le puissant en nous, en fait, c'est défini par l'idée d'être physique. Parce que maintenant, au lieu de la visualisation des choses incroyables, de créer une énergie magique en nous, on est obligé à penser des pires des cas pour qu'on puisse se protéger, pour qu'on puisse se vivre comme moi dans le vestiaire après les matchs. C'était souvent que je me retrouvais sur le banc avec les coéquipiers, ils fêtaient une grande victoire, ils parlaient des choses magiques, mais moi, ce que je faisais, moi, c'était juste de faire ça. On me disait que, voilà, je suis content, mais seulement content que ça soit fait. Aucun plaisir, aucune bonne sensation, juste l'idée d'avoir garder la même, de garder ma réputation, de garder les idées, de ne pas avoir fait décevoir, ne pas avoir fait décevoir des autres dans l'équipe, les entraîneurs, tout ça. C'était une expérience juste de survie. Et c'est intéressant pour moi parce que j'ai vu aussi pendant cette période-là de 4 ans, quand j'étais très blessé dans ma vie, j'avais l'idée que qui j'étais, c'était le résultat de tout ce que j'avais expérimenté dans ma vie. Ça veut dire que le monde autour de moi, les gens autour de moi, les événements autour de moi, c'était eux qui me formaient. Et c'était leur responsabilité. J'avais donné la responsabilité pour qui je suis et comme je suis au monde. Et je me demandais, OK, 4 ans de blessure, quand je me sentais bien à l'interne, bonne énergie, plein de joie, si quelqu'un m'avait demandé, cette période-là avec 4 ans de blessure, ça avait dû être difficile, non? Moi, j'aurais répondu, oui, mais en fait, ça m'a ouvert les yeux. Ça m'a complètement changé la vie. Ça m'a donné la capacité de vraiment voir des choses différemment, d'expérimenter l'opportunité partout, d'avoir des rapports avec les autres complètement différents. Mais avec une énergie difficile en moi, une énergie négative, si quelqu'un m'avait demandé la même chose, ce que j'aurais répondu, c'est l'opposé. J'aurais dit, c'est horrible cette période-là, ça m'a coûté très très cher, peut-être 5 équipes d'Angleterre, beaucoup de points. Imagine ce qu'on on aurait pu gagner si ce n'était pas le c'est horrible, mais je m'étais construit avec cette histoire de passé et j'étais à même de voir qu'en fait mon histoire, mon passé changeait peut-être minute par minute. C'était incroyable de voir ça. En plus, je recherche un peu dans le cadre de la physique quantique et je vois en fait que la seule chose que la science n'a pas été capable de prouver, c'est le monde à l'extérieur. Ils n'ont jamais trouvé quelque chose de physique. Mais c'est bizarre ça, que moi je me regardais comme physique avec un commencement, avec une fin, avec un monde autour de moi qui me formait, qui me changeait, qui m'affectait, qui me touchait. Mais en fait, c'était possible pour moi de me regarder comme que l'énergie, le potentiel. Et c'était ça le plus important, parce que ça veut dire quoi d'être énergique? Ça veut dire que je me tourne vers l'interne. C'est tout ce qui m'intéresse maintenant. La curiosité que j'ai pour ce qui se passe à l'interne,
c'est le plus important. Je sais que ça, c'est où c'est la potentiel. Il faut que je prenne la responsabilité pour comment je suis à l'intérieur et qui je suis à l'intérieur. Sans essayer de trouver la culpabilité à l'extérieur. Ah, mais je me sens comme ça parce qu'ils ont fait ça. Je me sens comme ça parce que le monde m'a fait ça. C'est un exercice très difficile, mais c'était pour moi le plus important parce que j'étais à même de voir que mon environnement à l'interne, c'était le secret de ma performance, de mon leadership, de mes rapports et en fait de mon pouvoir. Mais pour le faire, il faut lâcher. Il faut lâcher. Il faut le révéler. Le potentiel, c'est pas quelque chose à gagner de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre. C'est pas quelque chose à prouver à quelqu'un d'autre, c'est quelque chose à révéler. Et on peut pas le révéler. On ajoute des choses, ajouter les croyances, les idées, tout ça. Il faut lâcher. Lâcher, c'est très difficile, mais pour moi, c'était très important de redevenir personne. Parce que là, à l'âge de 18 ans, quand je me regardais comme personne, je trouve la joie partout. Même d'avoir l'opportunité de jouer 5 minutes sur le terrain, c'était hyper excitant. C'était magique c'était génial, 5 minutes. Même de m'entraîner avec les joueurs de la première équipe, c'était incroyable. Mais à l'âge de 26 ans, 8 ans plus tard, tout ce que je faisais, c'était parler de la pression, parler de les attentes des autres, parler de la stress, parler de la peur d'échec, la peur d'échouer. C'était incroyable, mais tout était exactement pareil autour de moi. Même opportunité, même vie, même potentiel. Mais en fait, la différence entre 18 ans et 26 ans, c'était que je crois que j'étais devenu quelqu'un d'important, quelqu'un de spécial. Et voilà, il me fallait protéger cette idée. Alors, pour tout lâcher, il faut juste lâcher. Le premier pas, la première étape, c'est de devenir consciencieux, awareness, de devenir consciencieux de ce qui est en moi quand ça se passe, et pas après, mais quand ça se passe, d'être curieux de ma stress, d'être curieux de l'angoisse, d'être curieux de la frustration, et juste de trouver cette awareness, d'être consciencieux de tout ça, ça commence à créer un peu de distance entre moi et les émotions, et là je peux commencer à jouer un peu avec les émotions. Le deuxième pas, c'est l'acceptance. Très, très important. Le premier pas, c'est awareness, c'est consciencieux, parce que quand on est consciencieux de quelque chose, là, on peut faire quelque chose avec ce truc. Mais l'acceptance, c'est ce on va faire avec le truc. Accepter de lâcher la résistance, lâcher le conflit. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est le chemin où on est, c'est où on est censé être. Et ce qu'on veut, c'est plus tard sur le chemin. L'acceptance, ça nous permet de prendre le prochain pas et de commencer à découvrir ce qu'il y a. Moi, ce que je fais quand j'étais plus jeune, c'était chaque fois que je faisais face à quelque chose de difficile, je me tournais l'autre direction. Je rencontrais les mêmes choses partout, mais je me tournais, je reculais, je me retournais, et après 10 ans, 15 ans, j'étais exactement où j'étais par rapport à l'expérience là. Je faisais les mêmes choses, j'expérimentais les mêmes choses, je ressentais les mêmes émotions sans contrôle. Et avec l'acceptance de l'inévitabilité, l'acceptance, c'est en fait c'est de respecter l'inévitabilité du moment présent et du passé, de savoir que c'est comme c'est, et voilà, qu'est-ce que ça fait? Ça redonne contrôle de l'attention et l'énergie. Là, on peut diriger l'attention, l'énergie où on va, vers les buts, vers les ambitions, vers les désirs, vers les autres. Et comme ça, on peut être 100% présent.
et pas, et pas croisé, et pas absent. C'est ça. Et le dernier pas, c'est la capacité de répondre. Ça veut dire, c'est la responsabilité, mais en anglais, ça veut dire the ability to respond. Ça veut dire la capacité de répondre, et ça veut dire qu'est-ce qu'on fait avec l'attention, l'énergie. C'est trouver la passion, trouver l'excitation dans tout ce qu'on fait, mais aussi avec la composer, avec la calme, de trouver l'opportunité partout et de mettre toute l'attention là. Parce que, comme moi je faisais, je retrouvais ou je crée un nouvel rapport avec l'inconnu. Dans le vestiaire, avant le match, tu regardes tous les joueurs, ils ne veulent pas du tout l'inconnu. Ils ne veulent pas du tout l'inconnu. L'inconnu, c'est plein de menaces. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent les garanties. C'est pour ça que les pensées sont tous, mais si ça m'arrive, qu'est-ce que je vais faire? Si ça m'arrive, si ça m'arrive. Et c'est la peur qui parle parce qu'ils veulent les garanties. Mais l'inconnu, c'est où ça existe le potentiel. Alors, le rapport avec l'inconnu, c'est d'être ami avec l'inconnu. De ne pas avoir besoin de garanties, mais de savoir qu'en fait, l'inconnu, c'est le grand ami. Et plus inconnu que je suis à l'intérieur, plus que je connecte avec l'inconnu en tant que potentiel. Et pour moi, c'était ça. Et dans l'inconnu, avec l'esprit ouvert, sans les pensées, sans les peurs, je ressentais plus d'inspiration, plus d'intuition. C'était pour moi une façon de transcender l'ancienne logique, la vieille logique et structure. Et c'est là, quand on sort de la vieille logique et structure, c'est là où on commence à devenir leader, parce qu'on va un endroit nouvel. Et voilà les trois étapes. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je disais au début, quand j'étais au sommet, quand j'étais vraiment au top, je me sentais connecté. Et connecté, c'est quelque chose qu'on peut faire. Quelque chose qui nous arrive un moment chaque 10 ans. C'est pas du tout ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, connecté. Ça s'arrive, ou ça se passe dans 3 niveaux. Les 3 niveaux sont on connecte, et une façon de connecter physiquement, c'est de relaxer et vraiment de je sais pas comment ça se dit en français, mais to ground, de se mettre vraiment dans la terre. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi qu'il nous arrive autour de nous, dans le monde extérieur, tout ce qu'on se commet à la relaxation, tout ce qu'on est connecté au. Je sais que c'est difficile, c'est pas du tout facile, bien sûr, mais en fait, c'est le secret. Le secret parce que comme ça, on est capable de laisser fonctionner le système d'énergie, et aussi d'aligner le corps et de bouger et de flow, d'être fluide. C'est ça. Mentalement, le deuxième niveau, ça veut dire excitation, passion et le calme. Ça vient bien sûr avec la relaxation et les pieds dans la terre, mais ça veut dire toute l'attention sur ce qu'on veut. C'est très facile d'être distracté par qu'est-ce qui se passe autour et qui s'est passé dans le passé, mais ça c'est la limite. Si on est capable de mettre toute l'attention où on veut, on est capable de rêver, on est capable d'imaginer, on est capable de créer des choses. Troisième niveau, c'est émotionnel. Niveau émotionnel, ça veut dire de définir la valeur qu'on a à l'intérieur, qu'on est intouchable, qu'on est incroyable et qu'on est intouchable, et qu'on est tous égaux. Infiniment puissant et avec une valeur infiniment puissante aussi.
Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est, pour moi, qu'est-ce que ça représente? Ça représente une confiance. Une confiance que tout ce qui va arriver, ça va arriver. C'est sûr que ça va arriver. Quand ça va arriver et comment ça va arriver, c'est pas pour nous de savoir. Ça, c'est le contrôle. C'est pour nous d'explorer. Et ça veut dire d'accepter, mais de savoir que ça va arriver. Quoi que nous arrive maintenant, ça va arriver. Ça va arriver le prochain pas, ça va arriver. Et de faire confiance, un pas de plus. Quoi que ça soit, juste un pas de plus, c'est assez. Tout ce qu'on veut, c'est l'autre côté. Cet obstacle, ça fait partie du chemin. C'est pas un mauvais chemin. Ça fait partie. Il faut juste accepter et continuer avec l'attention sur ce qu'on veut. Et pour moi, ça, c'est la vraie transformation. C'est la vraie transformation. Leadership, c'est vraie transformation. Performance sur les rapports, le team spirit et sur la santé mentale et physique, c'est la vraie transformation. Parce que là, j'ai passé toute ma vie en sachant que pour continuer ma vie, il me fallait comprendre tout ce qui est dans mon passé, tout ce qui m'est arrivé dans le passé. Il me fallait comprendre tout pour prendre le prochain pas. Et c'est ça qui nous, c'est ça qui nous empêche d'être fluide. C'est ça qui crée des blocs. Parce qu'en fait, avec l'attention, l'énergie, avec le contrôle de ça, on décide d'avancer, de prendre le prochain pas, de continuer. Et c'est le prochain pas qui décide le dernier. C'est le prochain pas qui décide le dernier. C'est pas le dernier qui décide le prochain. Et c'est très, très important. C'est ça le secret de la vie, c'est que, en fait, c'est pas le leçon de la société en ce moment, mais en fait, c'est la leçon de l'expérience, c'est que pour avoir une bonne vie, il faut juste profiter de chaque moment et de se faire plaisir 100% dans chaque moment de la vie. Parce que si, moi je sais, après une carrière d'avoir fait ça, c'est sûr que c'est une bonne carrière. Après une vie d'avoir fait ça, c'est sûr que c'est une bonne vie. C'est une vie magique. C'est possible de faire plus que de vraiment profiter et de faire plaisir dans chaque moment de la vie. Wow, Johnny Wilkinson, is that you? Yes, it is me. I'm here. Thank you for having me. Indeed. Okay, welcome. It's really an honor to talk to you today, and really thank you for taking some time out to join us. Yeah. Of course, yeah, you are very well known for your outstanding rugby and the Newcastle Falcons, England, the British and Irish Alliance, and Toulon. I know a little bit more about last one, yeah, as a French. You earned 98 caps for your country and brought England, yeah, World Cup glory in 2003, right? I think, yes, I'm right here also. By all accounts, you are one of the all-time rugby greats, yeah. Let's start with your journey for those successes. I read that you started rugby at 4 years old, I'm right? 4? Is that not too young? Yeah. Not in those days. I think, yeah, in those days, 4 was, we were young, but we couldn't wait. My brother and I couldn't wait, so we were ready to go at 4. And yeah, I agree nowadays with the way that rugby's controlled in terms of the physical elements. I think it's really, really important. But in those days, you know, we were diving into each other and tackling and all those things from the age of 4. So yeah, but very young start. And I read that you wrote down that you needed to be England captain at 7, right? And already you were willing to be the best in anything, yeah? The first to do everything. I remember that. To be really honest, Johnny, I don't remember really what I was thinking of at that age. I don't remember. Or maybe I'm not sure I can share that with you. I don't know, maybe the phone. How did you know
how really did you know about this? How were you so certain at the age of 7 that you would succeed? It's a good question. To be honest, not one I've really sort of been asked to think about much, but there are two elements of it that would make it so memorable to me. And because it's placed around two very important parts of my childhood, and one of them is passion, and rugby was my all-time passion. So I just happen to remember anything that's associated with that passion. Sport in general was always a massive passion, so I remember sport, anything to do with sport. And the other part was fear. I grew up with a really heavy relationship with fear, and part of that list of wanting to achieve things was a huge part to do with my passion and excitement, and also a lot of it to do with a kind of need to achieve as well, in order to try kind of stave off this journey that went on through my career and my life, and that I had loads and loads of passion and excitement, but also loads and loads of fear and need to achieve. So I wanted and I needed at the same time, and so I think those two things I remember quite clearly. So Johnny, when you kick those winning points in 2003, it's one of the few moments that I remember where I was, how I felt. Even now, I know lots of other people do as well. A lot of our audience today would really relate to the stresses of work, life, and the balance of that. But how did you and how do you now manage the pressure and expectations, particularly in the moments before that drop kick? It's really, that question is such a big doorway, the way I see it, such a big doorway into a massive change in life experience, because the very nature of that kick is that beforehand, building up to that kick, there's just constant thought and trying to prepare for it, and trying to make it happen before it's time, almost trying to control everything so that you get the guarantee it's going to happen. But what you kind of realize is so much of that is just absolutely wasted energy. The bit that wasn't wasted in the lifetime up to it was perfecting or attempting to perfect the skill of a drop kick and understanding a ball and getting to know the ball. But even that doesn't take place through thought. Because when you're about to kick a ball in practice, just before the kick, you think about it. But then when you kick a ball in practice, you just kick it. And this is the same in this moment here, was that leading up to that kick, I was thinking about it. But when that ball hit me in the hands and I went to kick it, I completely switched out. By that I mean I wasn't even in my body. I mean, that's how much I kind of moved out of that thought. I just remember seeing it happen. I had no recollection of actually doing it. And it's a massive opportunity to realize that it's giving into that idea that it's going to happen, and to just allow it and to trust it and let it take its course. Not because it's a gamble, because all the thinking, might do this, might do that, whatever. It's just, and that you're choosing to let that go, but just to understand that that's what happens anyway. And it's the same with even when training. It's just like, just thought gets nothing done. It's like thinking about it just doesn't get it done. Doing it gets it done. But if you're thinking about something, thinking is great for preparing in certain ways in terms of organizing. So, I use thinking a huge amount when it comes to like packing a bag, or when am I going to leave to get to the airport on time, or in that moment,
you know, it might be sort of looking around and seeing where the opposition defenders are and thinking, okay, you know, what could happen here? Or before the play, what line-out call are we going to use? Or those kind of things. But in terms of that activity, thought just gets in the way. And for some reason, if I tried to kick that ball and thought about it at the same time, I doubt I'd have even connected with the ball. I think I'd have probably missed the ball, let alone missed the post. And I think for some reason I just knew that, and so much so that I don't even barely remember kicking it. I just remember watching it and thinking, this is me doing this, but I'm not really doing it. I'm so in it. But it's amazing, sort of speaking about this before, that so much of preparation takes place in thought that's just wasted. The same way that in a changing room before a game, you have loads and loads of people who are trying to think themselves through their performance, and you look at them and they're so fragile and they look so fearful and so absent. And then you look at someone else in the corner, and I had maybe one or two of these in my entire career, and you look at them and you think, oh, that person looks ridiculously ready, ridiculously prepared. And you go and say to them, you know, is everything all right? How are you feeling about the game? And the response was always, yeah, I'm fine. Let's just go see. Let's just see. We've done our preparation, feeling great. Let's just go see how it goes. And it's that's preparation, to liberate yourself to be in that space. Whereas I think preparation for me was always trying to cover each base and make sure and thinking about every eventuality. But thankfully in that drop goal and in the times when I really played well in rugby, I just gave in to that. Just I've done what I'm supposed to do to be here, and now it's a case of I'm just going to see how it goes, understanding that whatever happens is going to be right for me. Because I know that it's all part of this working out for me at some point. Yeah, we lost lots of games against lost to Wales in the final of the Grand Slam. We lost to Scotland the following year in the final match of the Grand Slam. We lost to Ireland the following year in the final match of the Grand Slam. We lost to France the following year in the final match of the Grand Slam, second to last match of the Grand Slam. All of these, you could have said, oh, you know, it's the most terrible thing in the world. But if you just keep seeing it as part of it, and you just say, okay, next step, let's see, and it all unfolds, and you know, suddenly you're in the last seconds of extra time in a World Cup final, kicking the ball through a post. And then when you look back, you say, oh, yeah, it all makes sense. But when you look forward, it doesn't make sense. But if once you just allow it and look back, it kind of all makes sense. There's just that ability to relax, to start to feel the actual moment of here and now, and use that to gauge your appropriate action, as opposed to use your thought of 10, 20, 30 minutes ago, 2 days ago, a week ago, and try and use that as your appropriate connection to this moment now. It doesn't make any sense. But like doing a speech in your hotel room in front of a mirror and trying to deliver exactly the same speech when you get to the event. You get to the event and you just allow your preparation to move with the event. And I think that was what happened with that kick for me. There's no way I would have kicked that had I been trying to understand the enormity through thought. I just allowed my body to do what it instinctively knew how to do. Wow, thank you. Very insightful. Yeah, it was a good question. It was a good question. I have one more, sorry. No, as many as you want. Far away. I really admire your openness to talk about mental health. One thing the last couple of years has really highlighted for everyone is that change is constant, and we can often find ourselves in unfamiliar and daunting situations. But you've shown incredible resilience and adaptability throughout your career. What sort of things can people take from that and learn from you when they face unfamiliar and daunting situations? Just that absolutely anything is possible, and it's supposed to be possible, and that on the base level, that
my understanding, for me, in my experience, is that we're all supported and guided at a certain level if we're open enough to connect to that guidance. And what that means for me, what that's meant for me, is just to sort of mention this in talking earlier, is just that when you see yourself as a physical being, it's a really disconnecting. If you lead with that identification, it disconnects hugely from all that possibility, because even the very nature of the physical has laws. You know, for example, a physical body, you know, has a lifespan, and physical things. Some, you know, things are hot, things are cold, things are bigger, smaller, energy impact, all that kind of stuff. It's all has laws, and what you can do through the physical is largely limited. What you can connect to in terms of possibility is definitely limited, and that resilience that you're speaking about is possibility. It's not the idea of resilience through a physical lens. Is you get knocked down and you get back up again, and it's almost like a recovery. But the idea being is that you're back to what you were before, just to get knocked down again, and then you come back to what you were before. It's almost like a resistance. The resilience is being seen as resistance, but resilience, when it's on a deeper level, which I was mentioning before, is about when you see yourself as deeper than physical, but see yourself as energetic. Resilience isn't about getting back to where you were before. It's everything that affects you, expands you, and takes you somewhere new. And resilience is creativity. Resilience is brand newness. Resilience is not about surviving or coping or managing. Resilience is about a childlike resilience, which anything that happens just becomes a new plaything and becomes a new exploration. And that, for me, is where this goes, because there's no limit to energetically what you can feel in life, what you can experience. And you look at any number of different experiences going on people, they're so vast and varied, but there's also people experiencing things on levels that are impossible to even describe, because words are physical things, they just can't handle it. And I think the problem is health and well-being, performance, leadership, it's all physical. It's all about you lead with what you do. And its health is about how your body looks. And it's about, and even on a level of thought, it's about, you know, what you can think of and how much materialistic things you've got in the bank or in the driveway or whatever it is. If you want the truth to resilience, it's about beginning to see something beyond physical, which starts with interesting experiences like things like meditation, where you shut your eyes and the physical disappears. And now you start to experience things beyond the physical. It seems strange, because even if you'd mentioned the word meditation to me up to my late 20s, I'd have laughed you out of the room. But it just took me time to get to that stage to realize that all healing and all these kind of amazing things takes place on a deeper level. And the physical is then emerges from that possibility, and it's incredible. But if you try and emerge possibilities out of the physical, everything becomes a lesser experience until it eventually becomes a nothing. You know, the idea that we're a tiny bit of energy inside a physical body means that we'll take on the limitations of the physical body. But if you imagine the body to be a happening within this amazing energy, you expand that energy, you get an amazing happening, and, you know, all those amazing things about healing and health and sensory perception. Brilliant. But none of this resilience exists to the physical realm. The physical realm is just trying to fight and sacrifice and get through and survive. But life is so much more powerful beyond that level. Thank you so much. Really, really insightful. Thank you. And you said during your keynote a few minutes ago that at a moment come a time where, like many athletes, you can share your part of injuries also and spend through tough times regarding the way you will recover and try to get back to your best level. You talked about recently your body, this kind of resilience. There is a state of awareness, of acceptance, and then the patient help you reshape yourself and go back.
if there were one word for the people who listen to us that could help them find, like you, their inner strength, what would it be? I think it maybe. I'd probably say the word why, just because nothing happens without the willingness for it to happen. And the willingness has to come from somewhere. And the willingness for such a change has to be motivated at the beginning by a why. Why do it? My why was understanding that I wanted to be a perfectionist. I wanted to understand also potential, and I wanted to know that I'd made the most of my potential. And it was a realization that if I was going to be really honest about that, and I was going to be true to myself and say, I really mean this, I want this to be about potential, my why was big enough to say, right, well, I've got to go somewhere I haven't been before, and I've got to go somewhere uncomfortable, and I'm going to go for it. And that was my why. And then my why included, I realized, my performance, my leadership, but also my relationships. So my why then started to include my family. My why then started to include and I realized that all of this understanding that to work on and to turn towards my inside meant that after I got past that first why, it looked after everything. Because the idea about any transformation in an outside world taking place, or in a business, or in a team, or in a family, or in an environment, or a planetary transformation, any of that taking place without transformation first taking place within an individual is madness to think going to happen. But first of all, you need a why, and the why can be, it doesn't matter what your why is, as long as it's big enough for you to keep reminding yourself when you go down that idea about letting the outside determine the inside. There's enough for you to say, no, not this time. I'm going to let that be, and I'm going to get more curious about what's happening inside me. And then I realize that actually this whole world is happening inside me, and all my relationships are happening inside me, and all my joy is happening inside me. And funnily enough, all my potential is taking place inside me. It's not out there to be controlled or earned. I see the direct link with what you just say and the daily life of an employee or an entrepreneur that builds his own business. And the why for him could be his customer base. It's vital importance that the people buy from his product and he's happy with that, and the business grows. To me, finding the why can be individual, but can also maybe impact a lot the group. How do you position yourself, or did you position yourself in terms of leadership and the importance of the individual performance inside the group as an impact it can have? What about this kind of team spirit, and how can we maybe increase the why to something even bigger, something that goes beyond one person, but that can stimulate an entire group? I think the key for this is that the why is always inclusive, no matter what it is, because if it's a desire to turn inwards, the idea with that is that you let go. The journey of turning inwards is to let go of old ideas and conclusions, which are barriers. And so as soon as you go on that journey, you open your barriers and you start to include. And that's why the journey will always support and work for anyone. The phrase is that working sucks for everyone. Working on someone else works for no one. And this is the very nature of it, is that why, as soon as you find your why, it'll always include. And expand in terms of team spirit, what you manage to do as you expand those boundaries is, without that separation and that judgment, you start allowing other people to be all they can be around you, instead of them needing to be what they should be so that they can be around you.
And this is the essence of team spirit, because when everyone feels they have space to be free to be who they are, you get the best of everyone. But you can't control a team to get the best out of everyone. You can't manage a team to get the best out of everyone. You can't dictate to a team to get the best out of everyone. You can only allow for the best to come out of everyone, and that starts with that journey. So it's as soon as this journey takes place, it benefits everyone and every team, because when you remove those boundaries, for me anyway, I'm speaking from my experience, when you remove those boundaries, you realize that either that you're not a special someone, you're a no one, and that means you connect to everyone on the same level. But it also means that the same thing is that you realize you are actually a special someone, but then so is everyone else in their own right. And therefore, there's no such thing as a customer and a client or a business owner or a performer or a spectator and a player. There's just beautiful representations of energy that are here to serve each other. And you realize that every conversation that you have with a say, for example, you meet a young child, a young kid who's watching a game, that conversation, it's not a young kid and a player, it's two bits of energy that have so much to give each other. And it's not a customer and a business owner, it's just two energies that really have so much they want and so much they can serve each other. And the more while that takes place and the more that each other feels that amazing connection, I think that's why, like you said, the why can be whatever you want, but the beauty of it is that the inward journey is about letting go of what you think you know, whereas the other journey is about gathering more of what you think you know, which separates you even more from each other. So yeah, that's why we mentioned about acceptance being such a big part of it, because acceptance is pretty much the only thing that is that is not at all self-serving. So acceptance does not serve the self, so therefore it doesn't add to anything. Acceptance always lets go of something. In order to accept, you have to let go of something. That's why it's the path of the journey. Thank you very much. Yeah, Johnny, really like, I write that down. Allow the best to come out to serve each other. I love it. Thank you, Johnny. It's really resonates to me. Yes, thank you. Yeah, so finally, Johnny, I know you set up your foundation and finding your why. Yeah, I just write down finding my why. I need to find mine. I need to think about it after this talk all together. How did you reinvent yourself post-rugby? And are you enjoying yourself today? Don't you miss the adrenaline and stress levels? Let us know a little bit about it. The path of anyone, it's all the same. There's a lot mentioned around sport with people finishing and suffering a bit of a crisis around identity and what have you, and reinvention and all this being necessary. But it probably just gets spoken about a lot more because sports people retire earlier. Whereas when people retire at 65, we don't focus on that conversation quite so much. And because sports people are well known, it's maybe more spoken about or what have you. But it seems to be the same for everyone in that with the physical idea, you identify also with what you do. And when that gets taken away, some of you gets taken away with it, and you're in that space. But my analogy for my own path in this, it's really understanding that the physical, whatever you're doing, is just a shirt that you wear for that moment. So for a large part of my life, I wore a rugby shirt. But underneath that rugby shirt, there's like a bustling desire, a desire to connect, to relate to other people, to perform, to lead, to express and feel joy. It's really just bustling. And when you put a shirt over it, it finds a vehicle. The problem is with me when I played rugby, I just forgot to take the shirt off. So every time I finished training,
I wouldn't take it off before I got home. So I ended up wearing it all through the night. And all the time I'm thinking rugby and doing it. And then when I was injured, I couldn't take the shirt off. And so I started to feel like I was a rugby player who wasn't playing rugby. And so therefore I was lost. I felt left out. I felt like I didn't belong. Whereas the understanding is that you look at anyone else, it's like, what was I doing as a rugby player? I was someone that had a real big goal. I had an amazing team around me who wanted something similar, and we were all searching for our best to try to make it happen. And you realize that isn't that what absolutely everyone's trying to do? It's just we're all exactly the same, but we're just wearing different shirts. And the more that you're able to keep taking that shirt off, you realize that it's the secret behind everything. And therefore, that, like I said, that acceptance when you let go of things is another way of taking the shirt off, which means you then can put any shirt on. So I go out in my driveway and play basketball, or I play with my young daughter, or I go for a meal with my family, or I sit and do some work on the foundation. I'm playing rugby again. It's the same thing. It's exactly the same feeling. It's the same connection. It's the same experience, because it's not me in a rugby shirt with then my foundation shirt over the top. So it's kind of like a rugby player trying to do a foundation. The rugby shirt's off. I can put it back on again if I want. It's there if I need it. But once I take it off and I put my foundation shirt on, it's the same experience as playing rugby. It's pure, the same as the basketball. The problem is that we get this idea that what we spend a lot of our time doing is who we are. And because we don't take that shirt off, whenever we put another one over the top, it feels like it's not the same. Whereas the key is to see you can become a someone, but you'll never stop being a no one. And being a no one is the most beautiful thing, because it means you can be anything and everything on the outside. You become a nothing on the inside, you can be anything on the outside. But if you become a something on the inside, it's a very different experience on the outside. Wow. What's your mantra? Last question. Tell me, Johnny, what is your mantra? Because of the nature of this, for me, it's evolving all the time. Because if we did this interview in a class, I'd say I'd have different answers for things, because it depends on the moment right now. But I kind of have different ones that float about within me. But I think at the moment, one of the ones that I really understand is that it's now or never. It's now or never. There is no, I'm going to, I'll start this tomorrow, or I just need to get through this. I'll just work this out and then I'll start enjoying myself. It's just about finding a way to really follow whatever your passion is in this moment. So, and you can't put that off, because putting it off is illusory. It never happens. Whereas right now is all there is. A case of saying you do it now, or you do it never. And it's a brilliant reminder to just keep telling yourself that it's now or never. And the thing is to say that what's my highest passion within this moment? And if I'm talking to you guys here like this, my highest passion is to speak about what I love speaking about. And if we're going for a walk to the shops, I walk to the shops and I think to myself, okay, what's my best within my walk to the shops? Is it to just look at the trees and love them, because that's what excites me the most? What is it that excites me the most within what I'm doing right now? To follow that, and just to and like I said to you before in my speak, what does that mean? It's now or never. It means connect or disconnect. Just connect physically by relaxing, connect mentally by getting excited and passionate, and connect emotionally by just choosing to trust in your worthiness. And it's now or never. There is no kind of, but. There's no but. Yeah, I would do that, but
but it's do it now. And if that means in the middle of an argument with with one of your colleagues, do it then. Connect then and see what happens. See what happens to your world when you argue in a connected state. Okay, I remember that with everybody around me. I'd like to hear how that goes. And my team tomorrow. Hey guys, why not? And we should do, yeah. Thank you, Johnny. It has been a pleasure to have you today with us, and really appreciate your openness and playing the game with us, answering all the questions, and yeah, it's really, really, really good. Thank you. You are very impressed. Thank you very much. My pleasure. Very deep content to share with us. And I have learned a lot, and I will remember. I remember some of your talks, and thank you for that. Thank you for taking the time. Really. Thanks, Johnny. Merci infiniment pour avoir suivi avec nous cet événement exceptionnel. Nous vous invitons à revoir et commenter les sessions de votre choix sur notre plateforme SAP Mid-Market Summit Always On. Nous venons de vivre un moment unique de partage, de projection dans l'avenir, avec des entrepreneurs qui, tous les jours, essaient de faire rimer technologie et responsabilité, investissement et durabilité. Chez SAP, plusieurs voix résonnent à l'unisson, celle du client, celle des leaders et celle des champions. Je suis sûr qu'elles résonnent aussi pour vous. Pour cela, chaque jour, SAP met l'expérience client au centre de ses développements et de ses services, aussi bien humains que technologiques. Toutes les équipes SAP Customer Experience se joignent à moi pour vous souhaiter une très bonne continuation et espèrent vous revoir très prochainement. Merci.